Bonjour à tous et à toutes. J'aimerais commencer par remercier le festival Afro-Urbain présenté par la Maison d'Haïti de m'avoir choisi comme modératrice pour la discussion qu'on s'apprête à avoir. J'aimerais aussi souligner le fait que nous sommes tous présentement sur un territoire autochtone qui n'a pas été cédé. Et maintenant que c'est fait, que ça a été dit, je m'appelle Gabriela Garbeau, je suis libraire à la librairie Racine, qui est une librairie qui met de l'avant les auteurs et les artistes issus des communautés culturelles. Et je suis aussi une très grande consommatrice de culture afro-urbaine, si on peut dire. Et c'est pour ça que je suis très enthousiaste plutôt, de m'entretenir avec vous sur le thème de l'apport de l'art afro-québécois. Et j'ai très, très hâte qu'on se lance dans la discussion. Et peut-être pour briser la glace, on pourrait commencer par faire un petit tour de table afin que vous vous présentiez et que vous nous parlez un peu de votre travail et de votre pratique artistique. On pourrait commencer par Chloé. Merci Gabriella, bonsoir tout le monde, bonsoir aussi au public. Merci au Festival Afro-Urbain pour cette opportunité. Pour faire très très court, parcours atypique, mais on le dit souvent ça. Donc, je viens plutôt du milieu à la base d'administration, communication et vente. Et en arrivant au Québec, j'ai décidé vraiment de retourner à mes amours d'enfance, qui était la danse. Donc, j'ai pris à l'âge de 28 ans l'initiative de retourner en cours pour travailler cet art. Et j'ai été semi-professionnelle en interprète en danse pendant 5 à 6 ans. Et tranquillement, je me suis retournée en fait dans mon domaine de prédilection qui était l'administration, mais plus administration culturelle. Donc l'idée étant vraiment de pouvoir encourager, d'aider autant des artistes que des organismes culturels à se développer dans différentes sphères, départements de leur structure. Et notamment, je suis administratrice de différents conseils d'administration comme le Festival FICAS ou le Théâtre de la Sentinelle. Et aujourd'hui, mon combat est bien sûr une société beaucoup plus inclusive et notamment un écosystème plus inclusif en termes de financement, de visibilité et dans les sphères de décision, qu'il y ait beaucoup plus de représentativité, qu'il y ait aussi des artistes qui fassent partie des sphères de décision pour que ce soit plus équitable. Voilà. Merci. À vous. Oui, mon nom est Ralph Maigret. Comme activité, je suis le coordonnateur du Centre des Arts, un espace de création, de production et de diffusion de l'art afro-canadien. Et aussi, je suis un artiste en art visuel. Et aussi, je m'implique beaucoup dans la communauté noire, dans la création numérique, l'art et la création numérique. Et c'est ça. Et puis aussi, je suis un artiste NFT aussi. J'utilise beaucoup l'animation numérique pour présenter mes œuvres. Voilà en gros plus ou moins ce que je suis. Bonjour, moi c'est Dino. Mon vrai nom complet c'est Géraldine Desmorts. Je suis un artiste multidisciplinaire, euh, traditionnel comme digital. Ça fait peut-être 4 5 ans que je fais ça à plein temps. Et c'est vraiment ça. Bonjour, merci Gabriella de me donner la parole. C'est vraiment un privilège parce que tu es une personne qui est très inspirante et engagée dans ce que tu fais. Donc, je te dirais que moi, les gens me connaissent plus comme Baldé ou Mariana Jello Baldé. Et puis, on m'appelle aussi l'enfant derrière le miroir. Récemment, j'ai été autrice, publié mon tout premier livre, qui est L'enfant derrière le miroir, qui d'ailleurs m'a permis de comprendre que l'art est utile au service de l'engagement, au service communautaire, mais surtout dans tout processus qui cherche à développer le bien-être de l'autre. Et par cette démarche de l'enfant derrière le miroir, ça m'a amené à mettre en place avec des partenaires, bien évidemment, des projets tels qu'un théâtre musical sur la santé mentale qui retrace un peu le récit, justement, et la démarche artistique derrière l'écriture de ce livre. Je suis aussi praticienne art-thérapie et j'utilise beaucoup l'art dans toutes mes interventions,
que ce soit en tant qu'intervenante psychosociale, que ce soit en tant qu'entrepreneur, que ce soit en tant que productrice de contenu. Je crois que l'art est un outil qui communique l'essentiel sans passer par un filtre de logique. Et c'est pour ça que je me bats d'amener l'art dans tous les domaines, dans tous les secteurs, et que les gens puissent comprendre, qu'ils soient dans la politique ou qu'ils soient dans l'administration, c'est possible d'utiliser l'art pour mieux influencer et avoir un impact plus considérable. Merci. Et maintenant que la glace est brisée, on va se lancer dans le feu de la conversation. Et j'aimerais savoir, pour vous, c'est quoi être afro-québécois et en quoi est-ce que ça a un impact sur le travail que vous faites, que ce soit votre travail artistique ou plutôt le travail d'équité et d'inclusion que tu fais, par exemple, Chloé? Qui veut se lancer? Mariana, est-ce que je te cède la parole? À toi l'honneur. Est-ce que ça se fait, ça? Est-ce que c'est parce que c'est un panel d'art? Là, elle me regarde, moi je te regarde. Moi, je dis oui. D'accord. Comme elle vise l'inclusion, sphère de gestion, c'est ça? En quelque sorte. Je vais partir. Je dirais que être une Afro-Québécoise, c'est ce que tu dis. Moi, je suis déjà d'origine africaine, plus précisément de la Guinée. Afro-Québécoise, c'est un peu comme si toute mon identité, toute mon histoire, tout mon parcours, mais surtout, il faut le rappeler, cette année, le thème, c'est mémoire vivante. Donc, c'est un peu comme si, à travers mon processus, à travers les influences autour de moi, il y a des traces qui se sont laissées, mais je viens à la rencontre de toute une autre culture qui est finalement le Québec, qui est finalement ces Haïtiens, Haïtiennes et ces communautés noires que je découvre en étant ici. Donc, une Afro-Québécoise, c'est mon humanité, ou du moins mon histoire, tout ce brassage que je ramène de l'Afrique qui vient à la rencontre pour, j'espère, un mariage parfait avec tout ce que je retrouve ici dans ce beau Québec. Génial. Est-ce qu'on peut passer à toi, Dino? Pour moi, c'est un peu la même chose qu'elle dit. Moi, personnellement, je ne suis pas né ici. Je suis né en Haïti. C'était difficile au début, genre choc culturel. Et c'est encore difficile parce que il y a souvent des valeurs et des idéologies et façons de faire et façons de voir la vie qui sont différents puis d'une culture à une autre. Et pour moi, c'est le parfait jumelage des deux. Être un afro-québécois artiste. Et, by the way, c'est la première fois que j'entends le terme. J'avais jamais entendu ça avant, afro-québécois. Mais sinon, pour moi, c'est ça que ça veut dire. Et à travers mon art, comment je veux montrer ça, c'est vraiment en montrant comment notre culture impacte le Québec. C'est ça surtout mon but, que ce soit urbain ou dans n'importe quelle sphère disciplinaire, artistique, c'est vraiment montrer l'impact de notre culture sur le Québec. Oui, alors pour moi, dans le sens afro-québécois, je ne me suis jamais senti afro-québécois. Je me suis senti humain d'abord. Et vivant dans un pays, Haïti, c'est là que j'ai grandi, où le fort pourcentage, ce sont des Noirs qui y vivent. Alors, on vit, ce sont des humains qui se côtoient. Mais c'est en voyageant à travers certains pays comme l'Amérique latine et l'Amérique du Nord que je me suis senti, qu'on m'a considéré comme un Noir, comme un Afro. Et c'est là que je me suis rendu compte qu'on dise que nous sommes différents, les Noirs, avec les autres. Mais d'autant plus que, avec cette différence-là, que cette société-là, et à travers mes ateliers, j'ai pu rencontrer certains jeunes qui n'avaient aucune idée de leurs origines. Il n'y avait pas de contenu, il n'y a pas de contenu, pas assez de contenu afro-québécois dans l'histoire, l'art, etc. Ça existe, mais automatiquement, on ignore ça. Et je remarquais à travers ces enfants un manque d'identité.
un manque de self-esteem. Et alors, j'ai décidé d'inclure dans mes ateliers le côté histoire, art et histoire. Et j'ai pu remarquer à la fin de la médiation certaines transformations parmi ces jeunes-là, qui se sentaient beaucoup plus fiers d'eux, pour qu'ils savent d'où ils sortent et pourquoi c'est une différence et qu'ils représentent soi-disant une race qui s'appelle l'Afro, qui doivent être aussi dignes de cela et aussi être comme ambassadeurs de cette race. Pourquoi? Parce que chaque jour, il y a des jugements faits à cette communauté-là, négatifs. Alors, il faut qu'on puisse leur montrer aussi, oui, que nous sommes professionnels, nous sommes qualifiés, nous avons une histoire, etc. C'est là que j'ai vu que, oui, réellement, on fait une différence et qu'on doit l'admettre et aussi s'assumer qu'étant afro-québécois et aussi le vide qui existe au point de vue culturel, c'est notre mission de combler. Alors, c'est ma mission. Et j'essaie aussi d'inculquer ça aux jeunes à travers mes ateliers. Wow. J'étais d'accord avec tout ce qui a été dit préalablement, dans le sens c'est pas aussi simple que ça, en fait. Je pense que c'est vraiment une partie de l'identité qui nous a été imposée par manque de représentativité, dans le sens, c'est comme un cri de douleur en disant on existe, on a le droit aussi à contribuer à cette société, quelle que soit notre origine, moi étant franco-camerounaise, mais je pense aussi que c'est une nécessité, en fait, parce que justement, Ralph parlait des jeunes, vu qu'il faut aussi, et je sais que Mariana travaille aussi avec des jeunes et je pense qu'il faut penser à la relève et jouer sur l'identité pour qu'ils puissent, pour qu'ils et elles puissent se construire une identité confortable et comment dirais-je, stable pour pouvoir se développer convenablement. Ben, c'est ça en fait. Afro-québécois, c'est une diversité. Parce qu'on en parlait justement tantôt, on se disait... la majorité des gens voient la communauté noire, mais on devrait même dire les communautés noires, on devrait dire les communautés afro-québécoises, parce que dans ces mêmes communautés, même dans, ne serait-ce que la communauté camerounaise, il y a tellement de nuances, de dialectes, donc on peut pas, c'est pas une sphère où, c'est pas limité mentalement, de manière sociale, de manière anthropologique, c'est beaucoup plus vaste qu'on ne pense. Mais on est obligé de le faire pour créer une solidarité face à une machine, face à un système exactement beaucoup plus gros que nous, plus fort que nous. Donc, je pense que c'est nécessaire, mais c'est imposé aussi. Ouais, je pense. Merci pour vos réponses. J'ai entendu plein de belles choses, dont justement cet apport qu'on a avec notre art. Puis j'aimerais savoir, est-ce que selon vous, l'apport qu'on amène avec le travail qu'on fait, ça a un impact positif et transformateur pour la société québécoise, un peu une société d'accueil? Je sais que, en fait, je pense que tous les panélistes ne sont pas nés à Montréal, en fait. Est-ce que je me trompe? Donc, vous êtes tous issus de l'immigration. Donc, le Québec, c'est un peu, j'aime pas trop le terme, mais comme une société d'accueil. Puis est-ce que, donc, vous venez avec tout votre talent, votre bagage, vous créez. En quoi est-ce que vous pensez que ça transforme un peu la société d'accueil, entre guillemets? J'aime pas trop ce terme, mais bon. Est-ce que quelqu'un voudrait se lancer? Marianne. Là, je peux faire semblant de dire un homme cette fois. Bon point, parité, égalité. Pas de chicane, pas de chicane. OK, alors, pas de problème. OK. Je vous lève le défi. Tout d'abord, bon, étant qu'immigrant, là, Faux Québécois a toujours existé. C'est-à-dire que moi, étant qu'immigrant, j'ai un apport d'une autre vision, une autre forme. Mais l'art québécois a toujours existé. Little Burgundy avec le jazz, etc. Même au XVIIIe siècle, il y avait des artistes aussi afro, etc. Mais le problème qui arrive, ils ont été toujours ignorés. Peut-être que maintenant, c'est beaucoup plus évident.
et qui, à cause de la décennie d'afro-descendants, les institutions sont obligées maintenant d'avoir une certaine représentation. Et c'est pour cette raison qu'on voit, c'est plus ou moins le terme à la mode afro-québécois, mais je pense que ça a toujours existé. Mais notre rôle, nous, étant qu'artistes, travailleurs culturels, c'est de remplir l'espace et de ce contenu, et que la nouvelle génération ou la société d'accueil puisse savoir aussi. Et on doit se renseigner aussi, nous, comme immigrants, de ce qui s'est passé avant aussi. Et comme Webster le fait à travers son art, et comme d'autres aussi le font. Et nous aussi, c'est notre rôle aussi, étant qu'artiste, de travail culturel, de montrer cette présence qui a toujours existé afro-descendant. C'est comme ça que je vois la situation. Par respect, j'aimerais reprendre le flambeau parce que c'est moi qui te l'ai jeté. Merci beaucoup d'avoir accepté. J'aimerais rajouter par rapport à ce que Ralph a dit qu'il y a un travail à faire auprès des jeunes. Moi, je suis arrivée ici à l'âge de 15 ans. Ce qui veut dire que quelque part, il y avait déjà un travail qui a été fait par rapport à l'environnement, par rapport à la façon de voir les choses. Mais comme Chloé l'a si bien dit tout à l'heure, il faut parler des communautés culturelles. Parce que l'Afrique, c'est 55 pays et plus que 3000 langues. Dans ma pratique artistique, j'utilise beaucoup l'outil du conte. Parce que le conte, c'est un langage universel, mais comme le disait aussi un grand philosophe africain, Amadou Hampâté-Bâ, le conte est un miroir où chacun peut voir sa propre image. C'est aussi une des raisons pour lesquelles j'ai fait de cet outil et je continue à l'utiliser comme un outil de prédilection dans tout ce que je fais. Le conte dans l'Afrique traditionnelle était beaucoup utilisé pour combattre la pauvreté. Par exemple, une maman qui n'avait pas assez pour cuisiner pour ses enfants, elle pouvait mettre dans une marmite vide de l'eau et elle appelait les enfants, elle leur racontait une histoire et les enfants qui avaient faim se concentraient sur la magie, sur l'histoire, sur ce qu'elle disait et finalement ils s'endormaient sans avoir mangé. Et le lendemain, ce qui se passait, c'est où est-ce qu'on s'était arrêté par rapport à l'histoire. Donc, c'est ce que le conte a joué comme rôle. Et quand j'arrive dans un pays comme le Canada, ici, au Québec, je me suis rendu compte qu'en tant qu'Africaine, je connaissais déjà le conte. Mais ici, il faut se réapproprier cet outil parce que quand on parle de médiation culturelle, quand on parle d'intervention psychosociale, moi j'ai travaillé à Verdun pendant près de 4 ans auprès des organismes communautaires et des écoles. Et j'aimerais raconter une anecdote qui m'a réconfortée dans mon choix d'utiliser le conte à des fins d'intervention psychosociale. Un jour, il y a un père qui est venu au centre dans lequel je travaillais et le père m'annonce qu'il va prendre ses 2 filles, qu'il va retourner dans son pays d'origine et il m'a dit qu'il allait pour les exciser. L'excision ici, c'est l'ablation partielle ou complète des organes génitaux de la femme. Il y en a, ils vont appeler ça les mutilations génitales féminines. D'ailleurs, c'est le mot suggéré. Et sur le coup, moi, en tant qu'intervenante psychosociale, je ne peux pas nécessairement poser un certain jugement parce que le monsieur, ça fait partie de sa pratique. Il est conscient et il croit et il défend que c'est quelque chose qui est dit, qui doit être fait. Parce que dans ce pays, les petites filles qui ne sont pas coupées sont appelées des bilakoro, des femmes impures. Donc, elles vivent une certaine stigmatisation. Mais face à ce père, ce que j'avais comme outil, c'était l'art. Et ce que je lui ai dit, vous allez exciser vos filles, est-ce que vous savez ça consiste à quoi? Il me dit non, c'est la tradition, c'est comme ça. Et je lui dis, mais j'ai remarqué que votre fille, quand vous venez ici, vous ramenez toujours des fleurs avec vous. Il m'a dit, oui, elle adore les fleurs. Elle veut tout le temps cueillir des fleurs après l'école. Et sur le coup, par le côté spontané, et je pense par ce désir de toujours utiliser l'environnement pour intégrer dans mes contes, je suis allée chercher une fleur que j'avais dans le bureau et j'ai pris une grosse paire de ciseaux et j'ai coupé la fleur devant le monsieur. C'est sûr que c'est un acte très dur parce que j'ai vu le monsieur qui m'a dit « Mais qu'est-ce que vous faites? Ça ne se fait pas couper une fleur. » Et je lui ai dit, c'est exactement ce que vous vous apprêtez à faire à vos petites filles.
Tout ça pour dire que le langage de l'art, pour un papa comme ça, je peux t'assurer qu'il est resté dans ce bureau pendant 20 minutes et il s'est mis à pleurer. Pourtant, si je m'étais plutôt opposée à lui expliquer, à lui donner des raisons, peut-être qu'il n'aurait pas compris. Donc, ce que je veux dire ici, le message à toutes les personnes aussi qui suivent ce panel, c'est de se dire que vous soyez intervenant psychosocial, que vous soyez artiste dans un domaine spécifique ou pas, prenez l'habitude en tant que parent, en tant qu'enseignant, en tant que personne dans le domaine communautaire, de vous intéresser à comment vous pouvez utiliser un langage artistique pour mieux comprendre l'enfant, pour mieux accompagner l'enfant, pour mieux en fait créer un dialogue qui est favorable au vivre ensemble et créer, j'espère, un sentiment d'appartenance à une communauté ou plutôt à des communautés où on pourra dire on a laissé nos traces, on se constitue comme une mémoire vivante, pourquoi pas? Wow, merci pour le partage de l'anecdote. Je pense que ça va en toucher plusieurs à la maison. Moi, pour ma part, pour soutenir ce que tu dis, j'ai remarqué que l'art, c'est un médiateur qui n'est pas jugé, vraiment, qui est moins jugé que les pairs, que toi et moi qui parlent. Parce que les gens l'interprètent de la manière qui les convient, même si parfois, ce n'est pas le message que l'artiste cherchait à véhiculer, mais les gens, il n'y a pas de barrière entre quelqu'un qui regarde l'art et l'art lui-même et le message, qui fait en sorte que je trouve que c'est une bonne manière de rejoindre plusieurs personnes qui ne connaissent pas qu'est-ce qui se passe dans l'autre communauté ou avec lui. Et en tout cas, je ne sais pas bien comment exprimer ça, mais qu'est-ce que j'ai remarqué en créant, c'est vraiment que ça ouvre des nouvelles discussions. L'art permet d'ouvrir des nouvelles discussions, permet d'adopter des nouvelles mentalités. Et je pense que ça, c'est quelque chose de bon pour une société, être capable de comprendre qu'est-ce que l'autre ressent ou qu'est-ce que l'autre pense à travers quelque chose qui est admiré par un grand public. Et selon moi, c'est le bien bénéfique de l'art en tant que tel. Ça m'a pris du temps à comprendre ça, parce qu'au début, quand je commençais, je faisais vraiment créer parce que c'était beau, puis lui, il me disait « Waouh, c'est nice, ok, je continue », mais avec le temps, j'ai compris que l'art a un devoir beaucoup plus grand que tout ça, et il y a vraiment un impact significatif dans la société. Oh. C'est tellement inspirant, tellement encourageant. Les mots-clés qui me viennent en tête, c'est transformation sociale, mission de l'art, partage, identité. C'est vrai que moi, j'ai immigré ici, j'avais quand même 23 ans, c'est quand même assez tard par rapport à d'autres personnes. Et donc là, comment dirais-je, l'adaptation dans la société québécoise s'est faite de manière plus complexe parce que justement, arrivé à un certain âge, entre guillemets, les liens se font plus difficilement, on va dire, et j'ai utilisé le réseau académique pour pouvoir justement apprendre sur la société. Et pour revenir à la question en termes de qu'est-ce que la culture afro-québécoise apporte à la société, finalement, c'est le vivre ensemble, comme a dit justement Mariana, c'est de se dire, et comme Ralph a dit, il y a des personnes qui font partie de ces communautés-là, qui contribuent au développement du pays, que ce soit la province ou le pays, donc provincial ou fédéral, et que ces personnes-là ont tout aussi leur place et doivent avoir une voix qui doit être portée. Donc, et justement pour faire tomber les barrières, pour faire tomber les préjugés. Je ne sais pas si on revient à nous quand on était un peu plus jeunes et qu'on se disait, même à toi, Gabriella, je me permets de te tutoyer, on avait-tu des modèles? Est-ce qu'on s'inspirait de femmes, d'hommes? On avait des artistes qui venaient majoritairement d'Amérique, des États-Unis, mais en termes de Québec, de Canada, est-ce que vous seriez aujourd'hui capable de citer, je pense à la musique présentement, il y a de plus en plus d'artistes, mais dans les médias, dans les circuits classiques, est-ce que vous êtes capable de me dire, je m'adresse même au public en fait, des artistes issus des communautés afrodescendantes ou même afro-caribéennes en tant que peintres, chanteurs,
sculpteurs? Est-ce qu'il y a des exemples qui vous émanent, qui viennent tout de suite en premier esprit, ne serait-ce que les acteurs ou actrices? On va devoir faire un effort mental pour trouver quelqu'un. Par contre, aux États-Unis, Denzel Washington, Morgan Freeman, bon, c'est une autre génération. Là, il y a une autre génération qui s'en vient, celle qui a fait How to Get Away with Murder, qui est une grande actrice que j'aime beaucoup. Mais tout ça pour dire qu'on n'avait pas assez de modèles. Et moi, je repense toujours à cette transmission de valeurs, en se disant, les jeunes naissent sur le territoire canadien et québécois et n'ont pas de modèle dans beaucoup de sphères, que ce soit les arts, la politique, le commerce, les affaires, etc. Et je me dis, plus on va y avoir une représentativité, plus ces jeunes vont se dire, je suis capable d'atteindre cet objectif, c'est ça que je veux faire. Si je veux devenir artiste, let's go. C'est sûr que dans, on va dire, certaines communautés, peut-être, là je tombe dans la généralité, afro-caribéenne, on ne va pas forcément pousser les enfants à faire de l'art, parce qu'on sait très bien que c'est un milieu extrêmement compliqué. Mais par contre, l'offrir comme outil d'accompagnement pour ouvrir les esprits, partager, créer, parce qu'on oublie que la création, c'est ça qui nous garde en vie, tabarouette. On en oublie, ouais, c'est le côté québécois, on en oublie, on en oublie que on parle de santé mentale, et souvent, la santé mentale, les personnes afrodescendantes, santé mentale égale, vous savez très bien qu'on parle de psychologie ou psychologue en Afrique, on va vous regarder, ça va, le pays va pas bien, c'est bon. Donc, l'idée, c'est beaucoup plus d'offrir des outils d'accompagnement, si ce n'est pas pour en faire un métier, parce que pour être artiste aujourd'hui, il faut être courageux et courageuse, on va se le dire. On sait très bien que c'est des mois sans rentrée d'argent, des mois où, oui, on va avoir un contrat, on va accepter des contrats parce qu'on n'a pas le choix, et parce qu'en fait, on se retrouve un peu au pied du mur en disant, là, j'ai une opportunité de faire mon art, qui soit reconnu et présenté à d'autres personnes, mais voici les conditions et je peux rien faire. Parce que aussi les artistes, quel que soit le médium artistique, ne connaissent pas leurs droits. Et ça, on parlait de communication, on parlait de transfert d'informations. Il y a un barrage entre les sphères, entre guillemets, de décision, de communication, comme les bailleurs de fonds, et le terrain. Ceux qui prennent le pouls, ceux qui donnent la dynamique de la ville et de communautés culturelles. Donc, il manque un canal de communication. Et après, il y a aussi une autre culture, la culture plus underground, qui est considérée comme marginalisée et qui ne sont pas passées par les institutions artistiques comme le bac en art, la maîtrise en art, etc. Donc, comment, on revient sur le vivre ensemble, comment toutes ces communautés qui contribuent au développement réel du Québec peuvent collaborer ensemble et avoir la même part du gâteau, avoir accès aux mêmes scènes, avoir cette même visibilité que d'autres personnes ont déjà depuis très longtemps. Voilà. Gabriela, est-ce que je peux répondre très, très court? Oui, mais en fait, j'aime beaucoup où est-ce que Chloé a emmené la conversation. Donc, j'aimerais peut-être vous entendre tous parler des barrières systémiques auxquelles vous faites face dans le milieu. Je pourrais commencer par toi. Oh, mais ça ne me permet pas de répondre. Oh non, oui, tu peux répondre, puis après, si tu veux répondre à la question. Alors, c'est parce que tu as parlé des modèles, c'est vraiment venu me chercher. Je pense que la question de représentativité, les dernières années au Québec, a beaucoup été une question autour de la table, que ça soit dans les écoles, que ça soit dans les centres communautaires. Je pense qu'avant, on parlait de modèles de réussite, de modèles inspirants. Il faut aller plus loin. Il faudrait aussi avoir des organisations, des organisations avec une gestion qui nous inspire pour qu'on se sente représenté. Moi, un de mes coups de cœur, et je vais le faire le shout-out et permettre au public, pourquoi pas, de découvrir, c'est une jeune organisation qui se positionne petit à petit, qui s'appelle Union Urbaine. En quoi une organisation comme ça peut être une organisation modèle pour l'artiste que je suis, mais aussi pour l'intervenante qui essaye le plus que possible d'apporter son art au service de la communauté? Je dirais que la personne qui met en place une initiative comme Union Urbaine, c'est Katie Antoine. Vous la connaissez tous. Mais le parcours de la personne de Katie Antoine, c'est un exemple pour moi vivant et réel. Parce que quand j'ai commencé en tant qu'animatrice, c'était tout nouveau pour moi. Mais c'est une des rares personnes qui a pris le temps de me dire, le micro, tu le tiens comme ça. Le temps, un peu comme ça.
prend le temps de respirer. Donc, automatiquement, il y avait cet esprit d'accompagnement. Mais quand tu regardes le parcours de la personne, elle a pris le temps de se constituer comme artiste. Elle a pris le temps de ce que je dirais, au lieu de faire 1000 choses à la fois, faire une seule chose de 1000 façons différentes. Parce que la finalité de tout, quand on regarde le parcours, le processus, et on se dit, elle a été artiste, elle a vécu des barrières systémiques, elle a rencontré des défis en tant que femme noire. Mais aujourd'hui, elle a créé une initiative que elle n'a pas pu, qu'elle n'avait pas quand elle a commencé. Donc, je pense qu'il faut parler des modèles, mais quand un jeune n'est pas en mesure de citer des modèles, parce que peut-être une plateforme n'existe pas encore pour répertorier les modèles, espérons que la Maison d'Haïti va le créer. Excusez-moi, mais quand même, c'est ça que nous faisons. Hein. Le festival afro-urbain. C'est ça notre mission. Hein. Voilà, on a modernisé, on a une équipe, on a des caméras robotiques, etc. Simplement, voilà, c'est une communauté. C'est nous qui devons faire l'effort d'abord. Pardon? C'est nous qui devons faire l'effort. Créer nos communautés, absolument, échanger nos communautés, acheter dans nos communautés. C'est ça qui nous manque. Parce qu'aucun système va vous aider comme ça. D'abord, c'est à nous de le faire. On vous donne, il n'y a rien, il n'y a pas de cadeau. Et c'est nous qui devons faire. Et les modèles existent. Par exemple, il y a un ingénieur qui a créé un livre sur les communautés haïtiennes qui ont changé le Québec depuis 40 ans. Ça existe, les modèles. Le problème qui arrive, c'est passer la barrière de communauté à mainstream. Le underground existe, pourquoi? Parce que c'est pas mainstream. Ils sont underground. C'est ça. D'abord, c'est nous qui devons prendre notre place. Sinon, il n'y a pas de cadeau. L'underground, si je me permets, je te laisserai la parole. C'est juste extraordinaire. C'est un échange, débat, discussion, c'est superbe. J'ai l'impression que l'underground, c'est une réponse, en fait. C'est une réaction. Vous ne nous laissez pas parler, on va quand même continuer à développer nos propres canaux et on va continuer d'exister. On s'autofinance parce que finalement, c'est de l'autofinancement, c'est du crowdfunding, c'est du sociofinancement. C'était juste pour rebondir et je suis complètement d'accord que oui, la responsabilité revient aux gens des communautés afro-québécoises de se prendre en charge de la consommation de leurs biens en disant, ben justement, quand je consomme, est-ce que j'ai un intérêt à aller peut-être voir un commerce afro-descendant et encourager plutôt que donner à des grosses bannières qui font de l'argent sur des salaires indécents. Il y a quelque chose à travailler là-dedans. On parle un peu d'économie parallèle. Ça peut choquer, ça peut déranger, mais moi, je suis quand même pour le vivre ensemble, dans le sens où il serait pertinent quand même. On peut pas avoir deux sphères hermétiques, même si on nous l'a imposé. J'y jouerais avec quelque chose de peut-être un peu plus subtil, peut-être plus intelligent et peut-être plus pérenne dans le temps. Il faut qu'on collabore ensemble, mais il faut qu'on encourage nos propres commerces. La librairie Racine, par exemple, ça peut être super intéressant, même pour les livres pour les enfants. Je sais qu'il faut que j'aille pour ma fille. C'est un départ, parce qu'il y a aussi la librairie Hegelian, qui n'est pas la même mission. Mais moi, j'aimerais bien justement encourager ce genre d'initiative. Par exemple, on sait que le côté psychosocial, c'est toujours très délicat de donner d'accès, parce que dans la culture, dans certaines cultures afrodescendantes, tout ce qui est c'est très complexe. On a quand même comme Lynn Valéry, si ça vous intéresse, Lynn Valéry, neuropsychologue, elle est au PhD, justement pour encourager les communautés afrodescendantes. Il y aurait peut-être des alliances à faire. Et moi, c'est là où je voulais revenir. Oui, une société parallèle pour qu'on puisse s'auto-développer, s'auto-financer, mais il faut faire des alliances avec la majorité. Non, tout à fait d'accord avec vous. Avec toi. Même hier, il y avait une conférence. Il y a un artiste très connu. Lui, il disait que, bon, lui, il expose maintenant dans les musées, etc. Mais lui, il me dit que ce n'est pas la communauté noire qui collectionne son art. Alors lui, jusqu'à présent, il n'y a aucune communauté noire qui a acheté ce qu'il fait. Et il est en train de développer de nouveaux artistes aussi sur le marché. Mais c'est pareil. C'est d'autres communautés qui investissent dans la communauté noire. Ça, on doit beaucoup réfléchir là-dessus. Surtout avec le nouveau
la nouvelle plateforme, les NFT, c'est basé sur la communauté. Est-ce que notre communauté va supporter les artistes sur cette plateforme-là? C'est à réfléchir. Il y a un problème d'éducation qui doit se faire, de médiation, intéresser les jeunes, les familles à l'art. C'est indispensable. Ça fait partie, c'est l'âme de notre communauté. Là, la culture, là, ça fait partie de l'âme. Il faut que les gens, par exemple, moi, des fois, on organise des activités ici au Centre des Arts pour les familles. On a 5 spectacles par année. 75% du public, ce sont la société d'accueil, les Québécois. Et le pourcentage maghrébine et haïtienne. Il y a un travail qui doit se faire. On doit prendre notre place. Sinon, la majorité des artistes, des collectionneurs vont prendre notre art. Et comme ils ont fait déjà avec le rock and roll, etc., le jazz. Ralph, tu parles de prendre sa place. Et franchement, je te rejoins. Vraiment, je te rejoins. Je pense qu'il y a un travail à faire. Et toi qui parlais de barrières, je te dirais que il y a une réappropriation des termes. Parce qu'elle disait, Chloé, psychosocial, psychologie, ce n'est pas des termes qui sont compris, par exemple, dans les communautés afrodescendantes. C'est parce qu'il faudrait plutôt expliquer ce que c'est, parce qu'il y a une équivalence. Ma grand-mère, elle ne faisait pas du yoga, mais elle pouvait passer une journée à contempler. Quand je lui demandais, qu'est-ce que tu fais? Elle dit, je contemple, je rends grâce. Donc, si ça, ce qu'elle a fait, pouvait être dans un outil ou dans un livre, peut-être que ça serait une forme d'art. Et il est temps de créer, mais de se réapproprier nos outils et de trouver des équivalences. C'est pour ça qu'un festival comme celui-là existe. Et pour conclure, tu parlais de barrières. Je te dirais qu'en tant qu'artiste, en tant que gestionnaire culturel, mais surtout en tant que femme noire, il faut dire qu'ici, on est confronté à plein de barrières. Une des premières, quand tu t'en vas louer une salle de spectacle, on va souvent te demander, est-ce que c'est vous qui venez louer? On s'est parlé au téléphone, mais est-ce que c'est vous? Et finalement, tu te dis, pourquoi est-ce qu'elle me pose cette question? Est-ce que c'est quelqu'un d'autre? Parfois, on va vous dire, est-ce que vous connaissez le coût de la salle? Parce que peut-être que c'est beaucoup trop cher pour vous. Ça, c'est un exemple parmi tant d'autres. Et ensuite, je pourrais citer celui du financement. La question du financement. Tu vas souvent entendre, mais en tant qu'artiste, on n'a pas de financement. Il est important et il est de notre responsabilité de s'éduquer, comme Ralph l'a dit, mais d'être aussi aux bons endroits, au bon moment. Il m'arrive souvent de participer comme représentante d'organismes communautaires dans des séances d'information par rapport à des financements et je me rends compte que c'est très sous-représenté, mais il me semble que ces liens sont accessibles de tous. Qui ne fait pas le travail? Est-ce que ce sont les organismes communautaires qui ne relaient pas l'information à leurs membres? Est-ce que ce sont les membres eux-mêmes qui ne cherchent pas à aller vers l'information? L'idée ici, c'est pas de trouver le coupable, mais c'est d'essayer de voir ensemble comment on peut, en tant qu'artiste, savoir quels sont les services qui existent. Le Calque, le Conseil des Arts, Arter, le Conseil des Arts a mis en place un financement qui s'appelle Vivacité. C'est une première de l'histoire par rapport au financement qui est octroyé à ces artistes-là. C'est un financement qui est ouvert aux afrodescendants. On peut aller chercher jusqu'à 50 000 $. Mais là encore, il faut prendre le temps de lire, il faut prendre le temps d'aller vers un organisme communautaire qui peut t'accompagner pour le remplir. Donc, il y a un travail de responsabilité individuelle que chaque personne doit prendre. Parce que si vous ne le faites pas, d'autres personnes vont le faire. Et parfois, ce n'est pas les personnes qui nous représentent le mieux. C'est ce que je voudrais dire comme barrière systémique qu'on rencontre. Merci beaucoup. Peut-être je pourrais t'interpeller, Dino, si tu permets. On a parlé un peu de manque de représentation et j'ai lu à ton sujet que, bon, tu es arrivé d'Haïti à 6 ans à Montréal et que tu te voyais plutôt comme joueur de basket professionnel. Et je me suis posé la question, est-ce que tu te voyais plutôt développer une carrière dans le sport professionnel à cause qu'il manquait de représentation dans le milieu culturel québécois?
quand j'ai commencé, quand je suis arrivé ici, tout mon focus était sur le basket. Pourquoi? Parce que, de un, j'aimais ça. C'est amusant, c'est un sport et tout. Mais en même temps, je me dis, il y a une raison pourquoi c'est ça que j'ai aimé et pourquoi c'est vers là que je me suis dirigé. C'est parce que tout le monde qui était autour de moi, c'est ça qu'ils faisaient. Et nos modèles américains ou même ici, c'est ça qu'ils font. J'ai jamais vu vraiment d'artistes peintres noirs dans l'est de Montréal qui vient, exemple, à l'école nous parler dans un cours d'art pour nous dire, vous pouvez faire ça, 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 j'ai fait ça, ça, ça. Jamais. Mais quand j'étais au secondaire, par exemple, je pouvais même pas imaginer qu'il y avait une valeur derrière le fait que je savais dessiner. Je pouvais même pas imaginer que je pouvais faire $1 avec. Parce que depuis le primaire, mes amis, mes proches, ils me disaient, t'es vraiment doué, tu devrais focus sur ça, mais focus sur quoi? Focus sur quoi? C'est comme si je suis fort à faire ça, mais ça va servir à quoi? Puis c'est avec le temps et avec la valorisation des autres que j'ai vu que, oh, OK, il y a quelque chose à faire. Mais sinon, quand j'étais à l'école, je dessinais en classe, kick-out. Mais il n'y a jamais eu un professeur qui est venu me voir pour me dire, oh, mais tu sais que tu peux faire ci, ça avec ça. Tu peux te rendre là, tu peux exposer à tel musée peut-être. Si tu vas au musée des Beaux-Arts un jour, ça vaut quelque chose. J'avais aucune idée qu'il y avait une valeur derrière tout ça. Quand je passais, exemple, au centre-ville, puis je voyais des murales, je me disais, waouh, le gouvernement sont encore pris avec des problèmes. Peut-être qu'il y a des itinérants qui ont fait ça. C'est ça que je pensais pour de vrai. Et finalement, avec des années, j'ai appris que non, le gouvernement te donne un beau chèque pour venir faire ça. Puis je suis comme, waouh, s'il y a 15 ans, je comprenais déjà ça et que je m'accrochais à un rêve de la NBA, mais j'aurais pu m'accrocher à ce rêve-là aussi qu'aujourd'hui j'essaie de vivre. Et ça aussi, je pense, pour revenir au sujet de tantôt, ça aussi, je pense que veut pas, ça vient dans les barrages systémiques parce que c'est mental. C'est pas nécessairement obligé d'être physique, sur des papiers, sur des chiffres. C'est mental. Juste le fait de pas voir ce message-là, pas le vivre, mais tu dis que c'est impossible. Exemple encore, quand j'ai commencé, j'envoyais beaucoup d'emails à des galeries d'art, plein d'emails. Je voulais exposer et tout. Et les réponses que je recevais, c'est, quand il y en avait, c'est, c'est, OK, c'est bon, envoyez-nous votre portfolio, vous allez peut-être être sollicité dans 3 ans. Mais dans 3 ans, genre, je suis plus la même personne, mon art est rendu à un autre niveau, je pense plus de la même manière, peut-être que je veux faire quelque chose de complètement différent, mais juste ça, c'est un blocage. Et veux pas, on est humain. Moi, qu'est-ce que ça m'a fait en dedans de moi, c'est je veux plus rien savoir de tout ça, je veux pas savoir, je veux pas remplir le formulaire, il faut pas me répondre, je sais pas, c'est comme, c'est bon, je vais aller m'occuper à avoir une job ou quoi que ce soit pour essayer de financer moi-même mes projets. C'est vraiment, je trouve que c'est beaucoup plus intangible que tangible. On voit pas tout ça, mais c'est plus mental et dans la tête et dans le vibe. Et c'est vraiment comme ça que je vois cette situation-là, vraiment. Mais n'oublions pas que il y a le Centre des Arts. Alors vous êtes bienvenus pour exposer ici. Alors. Ouais, Okay. c'est sûr. Tant mieux, on sent qu'il y a une connexion qui va peut-être se faire. Bien sûr, bien sûr. En réaction à ce qui a été dit, Chloé, comme je sais que tu travailles beaucoup à intégrer plus de personnes afrodescendantes dans des sphères de pouvoir, de décision sur les conseils d'administration, est-ce que tu voudrais peut-être rebondir là-dessus et peut-être nous dire en quoi ce serait important justement d'avoir plus de diversité qui travaillent dans les galeries d'art, qui sont sur les CA, etc.? Oui, avec grand plaisir. Merci pour ce partage.
C'est très touchant. Je pense que... Je peux placer un dernier petit truc. Ben oui, partage. Ça, c'est une observation que j'ai faite et que je trouve qui est vraiment alarmant. Quand j'étais dans mes cours d'art au secondaire ou au primaire aussi, j'ai jamais vu, on nous a jamais montré la façon de faire pour aller au niveau où ce que ça te paye pour ta vie et que tu gagnes ta vie avec ça. Mais on m'a montré tout le reste, les nuances et tout. Mais concrètement parlant, expliquer à un jeune, tu peux faire ça, ça n'a jamais été fait. Peut-être que je l'ai dit en plus tantôt. Peut-être je me répète, mais c'est vraiment comme le côté mathématique, logique et pratique. On ne me l'a pas vraiment montré. Je l'ai pas vu. Il n'y a rien. Je me rappelle de rien. Mais je me rappelle en maths, 1 plus 1 égale 2. Alors pourquoi on ne m'a pas montré ça dans le craft? C'est à toi de le faire. Aussi. Pour quelqu'un d'autre maintenant? Non, c'est sûr, ça. C'est sûr. C'est toujours un peu complexe et je prétends pas avoir la science infuse et les réponses à tout. Cependant, je pense que tu as déjà été confronté au système. Ouais. Dans le sens où, c'est comme ça que ça fonctionne. Et la plupart du temps, quand on veut rentrer dans le système institutionnalisé, les galeries d'art, les musées reconnus, et ben oui, il y a des critères. Et les critères, ils sont en général très exigeants. Et en général, les personnes, parce que derrière ces critères de sélection, il y a des gens. Et si déjà, derrière, dans ce jury, ce comité d'évaluation, il n'y a pas de personnes qui sont issues de ces mêmes communautés, le filet ne se passera pas. En fait, il y a un blocage. Moi, j'appelle ça le plafond de verre pour les femmes. Je ne sais plus quel chercheur a nommé ça comme ça, mais j'appellerais ça pour les personnes afrodescendantes le plafond de béton. C'est-à-dire que t'as beau cogner, des fissures se font, mais avant de pouvoir pénétrer ou traverser ce plafond, tu vas devoir batailler 5 fois, 10 fois, 15 fois plus. Et quand tu n'es pas né ici et que tu es issu de l'immigration, tu vas travailler encore 20 fois plus parce qu'il faut que tu t'intègres dans la société, que tu comprennes les codes, que tu commences à parler en tabarouette, etc. pour montrer vocalement que tu fais partie de cette société. Mais parfois, et c'est là où il y a un enjeu, et je me permets juste cette petite parenthèse, entre le Canada et la province du Québec, c'est que le Canada, c'est beaucoup plus multiculturel. C'est-à-dire qu'on va t'accepter, t'es pas une coquille vide. Quand tu arrives ici, tu as déjà un bagage, tu as déjà un parcours. Et on va juste lier la culture canadienne avec cette coquille qui est déjà remplie, versus le Québec. On le sait tous et toutes. Quand on sait que M. Legault, je suis obligée de venir sur l'aspect un peu politique, mais on en sortira très très vite, reconnaît pas qu'il n'y a pas de racisme systémique. Enfin, voilà, on le sait tous et toutes. Mais pour revenir, en fait, tu as été confronté au réseau. Et là, on sous-estime l'importance du réseau. Et c'est pour ça que je reviens sur les alliances. C'est en ayant des alliances, parce que là, il y a un changement, une transformation sociale qui a été malheureusement provoquée par la mort de George Floyd. Le Québec a allumé, le Canada aussi, suite à un événement aux États-Unis. Ça donne déjà un rapport de nos sociétés. C'est quand ça vient de l'extérieur que, on a ces problèmes-là ici aussi? Ouais, on les a aussi. Et en fait, ça commence par là. Donc, le réseau, on le sous-estime. Et dans les sphères de décision, je reviens par rapport au réseau, c'est qu'en général, le système, le concept de systémique, c'est le réseau aussi. Tu vas faire grandir des gens parce que tu les connais. Oh, tiens, il y a un poste qui se libère, etc. C'est comme ça que ça fonctionne. On va tous et toutes le dire et être très honnête avec nous-mêmes. Et le problème, c'est que s'il n'y a pas des femmes en haut dans les postes de décision, des femmes afrodescendantes, des hommes afrodescendants, comment? Les gens vont commencer à créer leur société parallèlement. Et ça, le problème, c'est que c'est pas pérenne. Ce n'est pas du vivre ensemble, pour ma part. Je veux pas vous inclure dans cette vision-là. Mais par rapport à ce cheminement de jeune à en tant qu'adulte, peut confirmer ou pas. La problématique, elle vient du fait que l'art n'est pas considéré comme une matière scolaire. L'art et la culture ne sont pas considérés comme un métier. Regardons le statut de l'artiste aujourd'hui au Québec. Je suis désolée, il n'est pas très valorisant. Par contre, en France, on en parlait tantôt, il y a le statut d'intermittent du spectacle. Donc, ça veut dire qu'il y a eu un travail de fond
pour reconnaître que les artistes sont des travailleurs de la société et payent des impôts, consomment, etc., etc. Et donc, c'est une mentalité qu'il faut changer et ça ne sera pas la veille, c'est un travail de longue haleine. Mais la pandémie va peut-être jouer en la faveur de l'art et de la culture. C'est qu'elle a sauvé probablement des vies en termes de santé mentale. Les gens ont commencé à créer. Les gens ont commencé à dire, regarder des films, écouter de la musique, consommer, entre guillemets. J'aime pas ce terme parce qu'on ne consomme pas la culture. On ne consomme pas l'art. Ça fait partie de nous. C'est un chromosome de notre ADN, en fait. Et ça, comme tu parlais de conte, il y a aussi cet aspect de... On transmet une histoire, un bagage derrière tout ça. Et ça, la pandémie, je pense qu'elle a aidé les arts et la culture. Et je pense qu'elle va être beaucoup plus valorisée dans les prochaines années. Ce n'est juste qu'un point de vue personnel. Merci beaucoup, Chloé, pour ton intervention. Malheureusement, ça va devoir conclure la conversation. J'ai l'impression qu'on aurait pu continuer à en parler des heures et des heures. Et 15 minutes. Ça fait 15 minutes. Oui, on a l'impression... Et moi qui m'en allais dire à Chloé, faut que tu encourages les parents parce que, quand elle a dit les artistes n'ont pas, par rapport à ici en France, pour être artiste ici, dès que tu as exposé une œuvre, tu peux être considéré comme artiste, tu es éligible pour des demandes de subventions et ça c'est encourageant. Donc tous les artistes, vous avez déjà exposé, vous êtes reconnus par vos pairs, vous êtes considéré un artiste professionnel, ça fait 5 ans que vous faites votre pratique, allez soumettre des demandes de financement et comme Chloé a dit, faites des alliances, venez voir la Maison d'Haïti pour avoir des belles lettres d'appui, allez voir l'organisme Union Urbaine, faites-vous accompagner. C'est ça que je voulais te dire. Ben merci. Je pense que c'est un beau mot de la fin. Je pense que c'est même très encourageant pour toutes les personnes qui nous écoutent de savoir qu'en fait, il y a des personnes qui seraient intéressées à travailler avec nous, de faire des alliances, c'est important, que malgré les barrières systémiques, il y a des choses qui se passent et qu'il y a du monde qui travaille, comme par exemple Chloé, à intégrer plus de diversité, plus de gens. Puis je vous invite même tous à aller suivre le travail des 4 personnes qui sont là sur scène avec moi, c'est-à-dire Chloé, Ralph, Dino, Mariana. Donc, ça conclut la conversation et me suivre aussi, bien entendu, Gabriella. Et puis, ça conclut la conversation. Je vous remercie d'avoir été vrai, transparent et pour toute l'information qui a été partagée aujourd'hui. Et merci encore une fois au Festival Afro-Urbain. Le message de liberté.